Nous sommes le samedi 9 décembre 2023. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7 de ce jour. On va parler tour à tour de la Guinée-Bissau, la dissolution du Parlement par le président Umaro Sissoco Embalo, considéré comme un coup d'État institutionnel par l'opposition. Nous irons également du côté du Niger où la Cour de justice de la CEDEAO ne reconnaît pas les autorités de transition. On va parler aussi du Sahel, cette enveloppe surprise de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a déclassé la langue française. Et puis, au Togo, l'opposition qui réclame un cadre de discussion avant la tenue des prochaines élections dans le pays. Deux invités pour faire le débat avec moi ce samedi. Chris Ega. Chris Ega est le directeur de publication de Express Info. C'est un comeback. Bonsoir Chris Ega. Bonsoir mon cher ami. Et oui, c'est un comeback. J'ai le plaisir de me retrouver ici avec vous et surtout avec mon très cher ami Napoukwa, que je n'ai pas vu depuis quelque temps. Justement. Et je voudrais profiter pour dire, faire un coucou à tous les téléspectateurs, surtout ceux de la diaspora, ceux qui nous suivent en ce moment. Et merci beaucoup, très ravi de vous revoir justement à Francisco Napoukwa également pour un comeback. Francisco Napoukwa, le directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel. C'est, disons, un plaisir partagé. Donc, je suis également très ravi, très heureux d'être sur ce plateau. Et puis, coucou à nos amis, surtout de la diaspora qui nous suivent des États-Unis, surtout notre ami Toi, Toi depuis les États-Unis, de Bojondé. Merci beaucoup. Alors, on commence tout de suite avec la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo a décidé de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition. Cette dissolution est donc justement considérée par les partis d'opposition comme un coup d'État institutionnel et cela fait suite aux violences qui ont secoué le pays il y a quelques jours, en tout cas courant la semaine passée. Le président Umaro Sissoco Embalo a considéré justement ces événements comme une tentative de coup d'État et a pris la décision de dissoudre le Parlement dans un pays, Chris Ega, habitué j'ai envie de dire à l'instabilité, oui. L'instabilité institutionnelle. Est-ce que la dissolution du Parlement présage est un bon présage? Non, je crois qu'on peut dire que c'est un présage de rien de bon, en ce sens que déjà quand vous écoutez les déclarations justement de l'opposition, notamment du président de l'Assemblée qui était l'ex-premier ministre et qui dit que c'est un non-événement, que cette dissolution n'a pas lieu. Eux, ils considèrent en tout cas qu'il n'y a pas de dissolution et que l'Assemblée, leur Assemblée se cherche un lieu parce que la porte est fermée. Ils se cherchent un lieu pour tenir cette assemblée-là. Ils considèrent que... Donc c'est déjà c'est un événement conflictogène en ce sens que ça renferme les germes d'un conflit à venir, sachant qu'il y a un terreau favorable à ces genres d'agitation. Et la Guinée-Bissau est coutumier du fait de ces agitations-là. Et quand l'opposition monte le ton, et on sait de quoi ces gens-là sont capables, parce qu'ils ont des ressources qui leur permettent de résister face aux adversaires, et qu'aujourd'hui l'Assemblée soit dissoute, surtout que la Constitution ne le permet pas. La Constitution dit clairement que dans les premiers 12 mois, il n'est pas permis de dissoudre l'Assemblée. Or, cette Assemblée-là est votée, est élue depuis 8 mois. Quand ça se passe comme ça, je crois que le président Embalo viole cette Constitution-là, mais comme il a apparemment l'armée avec lui, peut se permettre ces genres de choses. Je crois que le sujet est bien choisi. Je crois que dans la foulée, nous allons parcourir un certain nombre de points pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Francisco Napoukwa, est-ce que vous avez compris la réaction de Umaro Sissoco Embalo en dissolvant le Parlement? Non, je crois que lui-même il a créé une situation pour dire que le Parlement conduit par son opposant Domingo Pereira serait en train d'organiser un coup d'État. Et donc, je crois qu'il a maintenant la maîtrise
de l'armée. Ce n'est plus cette armée qui voulait entre-temps le chasser du pouvoir. Donc il a la maîtrise de l'armée, il pense qu'il peut tout faire, comme il a dit, Chris Segal a dit. Ils ne sont pas là-bas des opposants pauvres, c'est des gens qui ont aussi des moyens. Et quand vous voyez, selon la Constitution, il ne devrait pas. Et il va prendre même un arrêté. Ce n'est pas encore un décret, un arrêté pour dissoudre l'Assemblée. Et pour faire quoi? Est-ce qu'il pourra organiser des élections législatives et gagner, puisque c'est parce qu'il est en minorité à l'Assemblée qu'il voit que voilà, il faut passer outre les tests pour le faire. Il est en train de plonger la Guinée dans une crise, et ce qui est dommage et condamnable, c'est que jusqu'ici, les institutions comme la CEDEAO ne se sont pas encore prononcées. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est un coup d'État. Et il faut appeler les choses par leur nom. Donc, il va falloir qu'avec la même sérénité que la CEDEAO prend pour condamner les coups d'État et vouloir même envoyer des contingents militaires pour aller déloger, entre guillemets, les putschistes, il faut qu'ils prennent cette décision vis-à-vis du président putschiste, Mbalo Sissoko, qui vient qui est en train de créer, sinon, il a déjà fait une nouvelle crise en Guinée-Bissau qui semblait en tout temps en train d'être apaisé après les élections législatives. Ce serait vraiment dommage si il va aller jusqu'au bout. Nous sommes là, on est tous des fils d'un même pays. S'il y a des problèmes, il faut discuter. Maintenant, vous allez mettre le pays en feu et en sang, et après dire qu'il faut des conférences pour réconcilier les hommes. Encore lui, qui courait de pays en pays pour dire qu'il est facilitateur ici entre les crises. Voilà que lui-même, il est fauteur de troubles aujourd'hui, au vu de la constitution de la Guinée-Bissau. Alors, si Umaro Sissoko Embalo prend aujourd'hui la décision de dissoudre le Parlement, est-ce que ce n'est pas parce que dans sa tête, il se dit, en organisant de nouvelles législatives, j'ai plus de chances d'avoir la majorité? Plus de chances, je ne sais pas. Peut-être qu'il compte sur les moyens, les nouveaux moyens dont il dispose dans ce moment. Mais s'il s'agit ainsi, je crois que c'est parce qu'il est en minorité, comme mon cher Napokoura l'a dit, c'est un gouvernement, c'est un régime de cohabitation. Il vit une cohabitation avec le gouvernement qui est en place, ce qui ne lui permet pas de dérouler son mandat comme il le souhaite. Et ça fait 8 mois seulement que cette assemblée-là est élue. Qu'est-ce qui a changé? Sur quoi peut-il compter aujourd'hui pour dire qu'il peut remporter de nouvelles législatives? Je crois que ce sur quoi, je ne présume de rien, mais j'estime que si il va à cette aventure-là, sans doute, à défaut de chance, peut-être céder un peu, trouver des arrangements avec des chiffres. Je ne lui fais pas un procès d'intention. Donc si depuis 8 mois que cette assemblée est élue et que tu as été mis en minorité, parce qu'il faut rappeler que quand il était allé à cette présidentielle-là, il n'est passé qu'au deuxième tour, ce qui veut dire qu'il avait eu 43% au premier tour, il n'était pas passé d'emblée. Et au deuxième tour, c'est avec grande difficulté qu'il a pu surclasser le chef de gouvernement aujourd'hui, qui est, passez-moi le nom, Domingo. Donc c'est pour dire que si depuis 8 mois, cette assemblée-là est élue, et au sein de cette assemblée-là, il est minorité, et il croit qu'en provoquant la dissolution de cette assemblée aujourd'hui, il peut aller à de nouvelles élections et gagner. Je crois qu'il se fourvoie quelque part. Je ne crois pas qu'il compte uniquement que sur la chance, parce que ce n'est pas par la chance. Il y a des calculs, il y a des statistiques, il y a les enquêtes qui, en principe, en tant que bon président, il devrait s'aider de ces statistiques-là et dire que si le peuple lui est acquis aujourd'hui, si l'électorat lui est acquis aujourd'hui, il devrait déjà le savoir, parce que quelles sont les statistiques? Parce que c'est peut-être sur un coup de nez qu'il prend cette décision, et surtout parce qu'il est gêné par cette cohabitation-là. Et il se dit démocrate. Mais quelles sont les statistiques qui lui permettent d'affirmer aujourd'hui qu'en allant à de nouvelles élections, il peut les remporter? Il va
provoquer ces élections, il va dépenser l'argent du peuple, il va y aller, peut-être qu'il ne va pas avoir de bons résultats et il va peut-être chercher un passage en force. Et c'est ça qui va aggraver la crise. Connaissant la Guinée-Bissau, je crois que les lendemains ne sont pas roses pour cet État-là qui a besoin d'accalmie en ce moment. Mais s'il le fait, vous ne pensez pas que c'est parce qu'il se dit j'ai la maîtrise de la situation? Maîtrise de quelle situation? De quelle situation vous voulez parler, mon cher Niavé? Parce que on dit que c'est l'Est, il n'y a que les statistiques, ce n'est pas l'agitation qui prévalait, qui ne prévaut plus en ce moment, qui lui permet de prendre cette décision. C'est sur la base des statistiques. Si il y a 8 mois, je suis minoritaire et l'Assemblée a été gagnée par mon opposition, qu'est-ce qui me permet au bout de 8 mois de croire? Ce sont les arguments dont on a besoin. Ce n'est pas de la chance dont on a besoin. Ce n'est pas aussi de nous dire que j'ai la maîtrise de la situation sécuritaire. Parce que la sécurité, un instant T, peut être acquise, mais on ne peut pas se dire que pendant les années à venir ou bien pendant les mois qui viennent, cette sécurité sera toujours pareille. Parce que vous devez considérer d'où vient la Guinée-Bissau. Vous l'avez dit d'entrée, ces agitations que ce petit pays-là a connues, n'eût été l'intervention des uns et des autres, ce pays-là ne serait pas dans cette position aujourd'hui. Je crois que Embalo devrait en principe travailler à garantir cette paix pas tout à fait acquise, hein. C'est une paix précaire. Il devait en principe travailler par son mandat là à raffermir la paix qui est retrouvée, à permettre à l'opposition de s'exprimer. Quand il y a cohabitation, c'est le peuple qui a décidé ainsi. Il devait respecter ce choix-là et faire en sorte de ne pas ramener les vieux démons que la Guinée-Bissau a connus par le passé. Vous ne pensez pas que s'il prend cette décision aujourd'hui, c'est parce qu'il se dit certain quand même de quelque chose? Non, c'est ce que j'ai déjà dit, parce qu'il pense qu'il a la même mise sur l'armée. Lui-même, il est général d'ailleurs. Oui, donc il pense aujourd'hui qu'il a déplacé les pions qu'il fallait, hein, et puis qu'il a la main. Mais comme l'a dit Chris, ça peut lui échapper à tout moment. Maintenant, quand nous prenons, on vient de sortir d'une élection, à faire des dépenses, pour sortir d'une élection parce que tu n'es pas gagnant, et tu dissous l'Assemblée pour organiser des élections. Ça veut dire qu'il va aller vers le forcing. Maintenant, peut-être en changeant les membres de la CENI, comme on le dit, la Commission électorale nationale et autres, pour aller peut-être vers ce qu'on appelle une fraude. Et lorsque la fraude vient et que les populations ne sont pas contentes, c'est que il y aura des morts, c'est-à-dire que ce ne sont pas des morts de coups d'État militaires, puisque maintenant même les coups d'État militaires ne font plus tellement de morts, mais il y aura les morts par des élections. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'on ne fait pas la démocratie pour tuer son peuple. Donc il doit se retenir. C'est pourquoi je dis qu'on aurait pu entendre une réaction des organisations comme la CEDEAO, l'UIA, pour rappeler un des membres du syndicat alors que d'aller de foncer droit dans le mur et demain qu'on commence par dénombrer les morts ou que lui-même qu'il soit emporté par un coup d'État, parce que qui vit par épée, comme on le dit, meurt par épée. Donc il va falloir que les gens prennent conscience que après le pouvoir, il y a autre chose à faire. Il n'est pas venu, il ne peut pas s'incruster au pouvoir en Guinée-Bissau. Au plus, s'il arrive à faire un mandat, peut-être c'est 2. Mais dit qu'il va rester éternellement comme les autres, il aura des problèmes. Donc, autant éviter des problèmes, créer encore plus plus d'adversité dans le pays et rester, vivre cette cohabitation jusqu'à la fin. Peut-être s'il arrive à le faire jusqu'à la fin, il aurait peut-être encore plus la confiance du peuple. Et c'est là que Chris Ega dit en 8 mois, il ne veut pas dire qu'il a renversé la confiance du peuple. Le même peuple qui a voté massivement l'opposition ne peut pas aussitôt revenir, sauf s'il a la même mise sur tout l'appareil, tous les appareils électoraux, pour penser à une certaine fraude qui, on dit fraude, amène élection, violence et mort. C'est ça.
Du côté de l'opposition, je peux paraphraser en disant qu'ils estiment que c'est un non-événement, parce que c'est d'ailleurs, ils le qualifient même d'ailleurs d'un coup d'État institutionnel et disent qu'ils continueront leur travail, bien que l'armée les empêche d'accéder au Parlement. Ils vont trouver un autre local. On se dirige droit vers le mur. Oui, il faut dire que lorsque l'opposition dit que c'est un événement, que elle va continuer de faire le travail, je crois que cette déclaration aussi est un non-événement, en ce sens que d'où tire-t-elle sa force aujourd'hui? Le rapport de force qu'il y a sur le terrain aujourd'hui n'est pas en faveur de l'opposition, parce que lorsque vous prenez la garde nationale, qui la dernière fois était allée sortir d'un commissariat, les deux ministres, le ministre des Finances, un autre ministre là, qui ont été arrêtés pour besoin d'enquête, qui les ont sortis là. L'armée était intervenue pour les mater rapidement, remis entre les mains de la police, ceux qui ont été extraits entre-temps. Donc cela prouve que le rapport de force aujourd'hui n'est pas en faveur de l'opposition. Et je crois que le président Embalo se prévaut justement de ce rapport de force qui semble lui être favorable pour pour dissoudre l'Assemblée. Maintenant, l'opposition va gesticuler et puis va mourir de sa propre mort. Et puis Embalo va essayer d'aller il vaudrait mieux qu'ils prennent le fait comme un fait accompli, se préparent d'une autre façon que de faire une résistance qui va les user, mais qui ne va pas les amener à bon port. Je crois qu'on doit tenir compte aujourd'hui en Guinée-Bissau des rapports de force. On l'a dit tout à l'heure, Embalo a repris la main sur l'armée. Il dit qu'il est l'émanation de cette armée, il est général. Vous l'avez si bien rappelé. Et il faut le dire. Donc c'est un camarade qui est au pouvoir, l'armée qui a la force, qui est les élites de l'armée aujourd'hui considèrent que c'est un des leurs qui est au pouvoir. Peut-être qu'il lui tend cette perche-là pour mener à bien le travail qu'Embalo veut faire. Moi, je peux déjà le jurer que les prochaines législatives seraient sans doute violentes, mais Embalo essaiera de passer et cela ouvre la porte aux agitations et connaissant bien ce pays-là qui, entre-temps, était même déclaré un pays de narcotrafiquants. On devait quand même se rappeler cette histoire, que ces gens-là, ils ont des ressources financières, des ressources matérielles pour faire un coup d'État. Ce n'est pas un pays comme d'autres pays pauvres en Afrique. Quand bien même ces opérations, on y a observé des coups d'État. Et prenez alors un pays dont certains des opposants disposent des moyens comme on en trouve en Guinée-Bissau. Et c'est le PAIGC qui est au gouvernement. Et Embalo lui-même est une émanation de ce PAIGC. Donc il devait en principe connaître comment ça se passe chez eux. Et comment ça se passe avec ses camarades, parce qu'on peut bien le dire, ces gens-là qui sont aujourd'hui au gouvernement, qui lui apportent cette cohabitation-là, sont ses camarades, ils ont fait la même école, ils doivent bien se connaître pour ne pas tenter certaines aventures. Nous l'avons dit, il vaudrait mieux que Embalo travaille à raffermir cette accalmie qui est arrivée par enchantement, et faire en sorte que, Napoukra l'a dit, en sortant de cette cohabitation, il peut peut-être se prévaloir d'une autre confiance, parce que le peuple lui sera reconnaissant pour avoir conduit une période d'agitation, pour avoir transformé cette période d'agitation en une période qui a apporté la paix. Et je crois qu'il peut peut-être faire un deuxième mandat. C'est seulement peut-être au bout de 5 ans qu'il peut se dire qu'il a transformé une opinion hostile en une opinion qui lui est favorable. Mais dire que c'est au bout de 8 mois, on l'a dit, sur quoi compte-t-il? On ne voit pas très bien sur quoi peut-il compter pour tenter cette aventure. Et puis, c'est quoi cette armée en Afrique qui ne cautionne que les mauvaises choses? Vous savez, on a pour mater les populations, tuer les populations, elles sont prêtes. Mais pour aller maintenant sur le terrain de la guerre, par exemple avec ce qui est en train de se passer dans le Sahel, où on a besoin des gens pour venir combattre les djihadistes, ils ne sont pas en mesure. Mais s'il faut déverser les forces dans la rue pour mater leurs propres citoyens, ils sont propres, non? Il faut que ça cesse ces milices pléthoriques, comme on le dit, pour venir à ce qu'on appelle une défense nationale, c'est-à-dire une armée républicaine qui défend la République. Ailleurs, cette armée devait s'opposer pour dire non, on ne dissout pas l'Assemblée nationale puisque c'est
constitutionnel. On ne dissout pas l'Assemblée nationale. Mais accepter aussi la dissolution de l'Assemblée nationale parce que l'opposition n'aurait pas de force serait aussi très préjudiciable pour la démocratie dans tous les pays parce que il vient de le faire. Comme c'est des écoles et puis c'est des syndicats de chefs d'État souvent, puisque les autres n'ont pas encore condamné, personne n'a encore dit mot, ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est mauvais. Ça veut dire que si ça a réussi chez lui, ça va servir encore demain pour qu'un autre se lève quand on vote, à défaut de voler, et il soit à mesure de dissoudre l'Assemblée. Donc on doit éviter et respecter les tests qu'on se donne. Soit on les déchire, on dit que nous n'avons plus de tests, on vit l'anarchie, ou on a des tests, mais le minimum c'est de les respecter. On passe au second sujet, ce sera du côté du Niger avec cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. On se le rappelle, il y a quelques mois, le Niger avait saisi la Cour de justice pour protester contre les sanctions qui avaient été imposées au pays après le coup d'État du 26 juillet. Eh bien, le tribunal vient de donner sa décision. Les requêtes de Niamey sont toutes rejetées. Selon les juges, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour car les dirigeants à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et ne sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. C'est logique, selon vous, Chris Ega? Oui, c'est logique. Je crois que ce régime dit putiste saisit la cour déjà. Cette cour-là me paraît quand même un peu. Ça heurte un peu ça me heurte un peu en ce sens que ce gouvernement. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Niger, c'est bien du Niger qu'on passe, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir là savent qu'ils n'ont pas encore cette légitimité qui leur permet de dire qu'ils ont des coups de frein pour agir au nom du peuple et prendre des décisions légitimes. Parce que vous n'êtes pas issu d'une légitimité, vous n'êtes pas issu d'une élection, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette légitimité qui vous donne le droit d'agir au nom du peuple et surtout d'ester en justice pour rappeler à l'ordre une organisation qui déjà avec laquelle vous avez maillé à partir. Mais maintenant, si vous saisissez cette même organisation, quel résultat attendez-vous que cette cour de la CEDEAO leur dise maintenant que vous avez raison de demander tel. Je crois que ce n'est pas conséquent. Je ne crois pas que cette demande-là soit une demande qui peut aboutir parce qu'il fallait s'y attendre que si le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Niger fassent des demandes comme ça, à mon avis, ils doivent s'abstenir de faire des demandes du genre parce qu'ils ne peuvent que obtenir une opposition de la part de cette cour de la CEDEAO. La CEDEAO les avait déjà condamnés. La Cour de la CEDEAO ne peut pas faire autre chose que de les condamner, de dire qu'ils n'ont pas cette légitimité. Et du point de vue du droit, je crois qu'on peut le dire, il y a matière à discussion en ce sens qu'ils n'ont pas cette légitimité-là. Ils sont issus d'un coup d'État. Ils n'ont encore rien fait pour se dire qu'ils ont gagné la légitimité populaire qui leur confère l'autorité qu'il faut pour aller ester. Maintenant, ça se passe ainsi, je crois que c'est plutôt... Moi, je trouve la procédure absolument ubiesque dans ce sens qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à autre chose que cette fin de non-recevoir et qui tombe et qui, moi, ne me surprend guère. Francisco, vous comprenez la position de la Cour de justice? Oui, ça ne pouvait, la réponse ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire que même les autorités nigériennes, je pense, devaient s'attendre à cette réponse de refus, puisque la Cour ne peut pas condamner les chefs d'État de la CEDEAO. Voilà, donc on parle de poutistes, qui n'est pas poutiste dans cette congrégation de la CEDEAO. Pratiquement tous sont poutistes. Aujourd'hui, quelle est la mesure quand vous prenez le Burkina, le Mali et la Guinée? À qui, on peut dire que toutes les sanctions sont levées. Et qu'est-ce qu'on reproche à chose au Niger? Parce que ils ont un collègue du syndicat qui est retenu
dans son pays. Et ça, on ne peut pas comprendre que jusqu'alors, Mohamed Bazoum n'a pas encore pris conscience qu'il ne peut plus diriger le Niger. Et donc, c'est-à-dire que de façon d'un leadership, ce même Tampa Express l'a effleuré, d'un leadership qu'ils se disent, bon, je sors la tête du lot et que je démissionne. Même avec un discours que je démissionne et que mon peuple ne soit pas aussi pris en otage. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est, et la junte qui détiennent en otage tout le peuple nigérien. Aujourd'hui, allez au Niger, vous allez voir. Il y a l'électricité. Oui, c'est coupé. Oui, parce que le Nigeria qui fournissait son 10% a suspendu sa fourniture. Sa fourniture, alors que c'était des contrats, les gens payaient. C'était pas gratuit. Je peux même dire que peut-être que le Nigeria a profité pour résoudre son problème de déficit à l'électricité en refusant. Ce n'est pas la sanction qui vient. Et je rappelle toujours que quand il y a eu la guerre entre l'Ukraine et choses avec des sanctions, la Russie qu'on dit que la Russie de Poutine qui est à qui on attribue tous les qualificatifs, la Russie n'a pas coupé le gaz à chose, à l'Allemagne ou à l'Europe. La Russie continuait de livrer jusqu'au moment où l'Ukraine même a envoyé des espions pour détruire le Nord Stream. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, comment est-ce que la CEDEAO décide comme ça de fermer les frontières? Je vous assure, moi je suis en contact avec le Niger presque tous les jours. Mais tout manque au Niger. Même l'argent manque. L'argent manque. Les commerces, je dis, nos commerces même ici au Togo sont choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui exportent vers le Niger. Aujourd'hui, aller sur le marché, voir l'oignon. Combien coûte l'oignon? Parce que le trajet est devenu tellement long. Même un numéro de Tampa Express avait même, disons, relaté tous les accès pour le Niger. Et aujourd'hui, ce qui peut favoriser le Niger, c'est par exemple de voir la route qui quitte, parce que il faut que le Togo, si le Togo dit que je suis un pays qui veut aider le Niger à résoudre ce problème, c'est-à-dire que le port déjà, de toutes les façons, peut servir, continuer, et que ça continue d'ailleurs. Ça continue. Puisque, imaginez, ils ont fermé la frontière avec, le Bénin a fermé la frontière avec le Niger. À Malanville. Oui, à Malanville. Mais les marchandises quittent le port de Cotonou, traversent le Togo, soit à l'entrée à partir de Kara, Ketaou, ou à Chose, pour rentrer au Togo, prendre 5 cassés. Mais ils vont jusqu'à l'entrée de Ouagadougou avant de prendre la route pour Kaya et autres. Mais nous avons une route ici qui quitte juste, je crois, qui passe dans Pendial, qui va à Pognon et jusqu'à Chose, et qui est même plus courte que passer par Saint-Cassé. Mais si les trois pays, je parle du Togo, je prends le Niger et j'ajoute le Burkina, parce que il faut traverser le Burkina forcément pour arriver en venant du Togo. Forcément. Mais si les trois pays se mettent ensemble, mettent les forces de l'ordre et de sécurité, ça veut dire que le Togo a résolu même ce problème dans le nord, dans les savanes. D'accord? Le problème des terroristes dans les savanes, si on met les forces, on concentre les forces pour protéger, sécuriser ces zones et convoyer des camions, je pense que ce serait bénéfique pour tous les trois pays. Donc, il faut sortir de choses. Et Bazoum, il faut que les gens parlent à Bazoum, qu'il sorte de cette prison en acceptant, faire un discours solennel pour dire, je laisse mon orgueil présidentiel, je laisse le peuple du Niger. J'appelle les pays de la CEDEAO à lever cette sanction qui détruit un peuple que tu dis que tu as aimé et qui t'a voté. Je ne sais pas si vous voyez, c'est extrêmement grave. Mais en même temps, cette décision du tribunal de la CEDEAO tombe dans un contexte où on voit du côté de la CEDEAO elle-même, on a l'impression d'un infléchissement de position par rapport au Niger. Un adoucissement.
Oui, je crois que la CEDEAO a corrigé ses propres copies parce que la CEDEAO se rend compte qu'elle est de plus en plus impopulaire. Il faut que la CEDEAO se dédouane. Je ne sais pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle déjà de ce que la CEDEAO est capable de faire en termes de financement, de ses récents financements, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. C'est que la CEDEAO est consciente de son impopularité, du fait qu'elle est en train de perdre la bataille de l'opinion parce qu'elle est justement, elle doit être fondée par cette opinion favorable, parce que la CEDEAO des peuples, on l'appelle de tous nos voeux, et ce n'est pas encore une réalité, mais en principe, ce à quoi la CEDEAO doit tendre, c'est de faire en sorte que les peuples puissent tirer bénéfice. Mais ce n'est pas le cas actuellement. La CEDEAO aujourd'hui, c'est vrai, rend davantage service au chef de l'État. C'est pour cela que je crois que M. Nakopura l'appelle le syndicat. C'est vrai, mais je l'ai dit 1000 fois sur ce plateau, la CEDEAO, c'est vrai, comme toute organisation supranationale, a du plomb dans l'aile, comme l'ONU d'ailleurs a ses problèmes, comme toutes ces organisations-là qui ont tendance à faire le gendarme par le monde ont des problèmes parce que ce sont des forces qui ne sont pas autonomes, qui ne disposent pas des biens propres qui leur permettent d'agir sur le terrain parce que ces organisations-là tirent leurs forces des pays nantis et qui donnent, qui tient la bourse, détient en principe le pouvoir. Je crois que c'est ce qui se passe au niveau de la CEDEAO qui comprend aujourd'hui qu'elle doit corriger et doit reprendre ses copies pour être un peu au moins en phase avec le peuple qu'elle est censée défendre. Et je crois la CEDEAO, Bazoum, je crois il a dit, refuse de signer la lettre de démission qui est tout prête. Il refuse de signer. Mais je crois que ce que les nouvelles autorités, les autorités poutistes du Niger doivent faire aujourd'hui, c'est de passer par les négociations, d'aller à la CEDEAO, de parler avec la CEDEAO avant même d'introduire cette lettre de demande auprès de la Cour de justice, c'est de faire les couloirs pour voir quelle est la chance d'aboutissement de cette demande-là. De parler avec la CEDEAO. Maintenant, le coup d'État là est consommé. Nul ne peut dire aujourd'hui que Bazoum peut revenir au pouvoir. C'est ce qui semble croire. Mais c'est une utopie. Je crois que après quelques mois, la junte est en train de prendre ses marques, s'installe, est en train d'habiter le cœur de son pouvoir et croire qu'il peut revenir au pouvoir, exercer le pouvoir au Niger. Je crois que c'est une utopie. Qui peut le faire croire? Peut-être croit-il que la France pouvait intervenir pour déloger? La France est faible en ce moment, ne peut plus jouer ce rôle. La France ne peut plus jamais jouer un tel rôle dans les territoires africains qu'il avait contrôlés, qui composaient son précaré. Il faut que ce que Bazoum pense, il faut qu'il quitte cette position-là pour se dire que ce coup d'État-là est consommé. Nous l'avons condamné, mais aujourd'hui, ce coup d'État-là est un fait. Il faut penser plutôt à normaliser la situation. Normaliser la situation voudrait aujourd'hui que la junte parle avec la CEDEAO qui a pris des sanctions. Ces sanctions-là agissent. Étant conscient de ce fait-là, il faut que les nouvelles autorités pourparlent. Il ne faut pas qu'elles soient avares de pourparler, vont vers les chefs d'État qui composent cette CEDEAO-là, parlent, fassent les coulisses, fassent en sorte que ces chefs d'État infléchissent leur position et qu'on aille à la normalisation. Cette normalisation-là, Nakopura l'a dit, c'est au Mali, c'est au Burkina Faso. Pourquoi aujourd'hui le Niger doit rester dans cet état? Le Niger qui est un état enclavé. N'eût été l'avis favorable, c'est-à-dire cette position-là du Togo, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce pays-là aujourd'hui parce que c'est vrai, et les marchandises continuent de circuler tant bien que mal, mais avec beaucoup de difficultés. Les camions quittent le Bénin pour faire ce slalom-là pour aboutir finalement, et ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Très cher. Aujourd'hui, le Niger, ce que nous prenons du Niger, c'est difficile que ces denrées-là arrivent ici. Ce qu'on envoie au Niger, c'est difficile, pas la même occasion. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui de la part de ces nouvelles autorités-là, c'est pour parler en étant à l'esprit l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt du peuple qui commande qu'il ne boude pas la CEDEAO
qu'il fasse les couloirs pour parler aux différents chefs d'État de la sous-région. Parler avec le président ivoirien, parler avec le président Talon, parce qu'il y a un gros projet ferroviaire entre le Bénin, entre Cotonou et le Niger. Où en sommes-nous avec ces projets-là? Je crois que mais il n'y a pas que chose. Mais il y a le pipeline, il y a le projet ferroviaire. Il y a les intérêts sont imbriqués, et quand les intérêts sont ainsi, il faut que nous soyons plutôt pragmatiques. Je veux parler des autorités nigériennes, soient pragmatiques. Bien que Bazoum refuse, Bazoum fait partie aujourd'hui de l'histoire du Niger. Il faut que le président de la transition soit pragmatique. Aille, faire de sa chef de la diplomatie, aille vers les différents présidents et faire en sorte que la situation se déclenche. Je ne pense pas qu'ils sont aussi fermés que ça, puisque il y a quelques semaines, il y a le ministre de la Défense était au Togo, et puis voilà, le général Tchani était au Togo pour pouvoir demander au chef de l'État togolais d'intervenir pour eux au cours de de la conférence qui se tient, je crois, dimanche, à Abuja. Et donc, ils ne sont pas aussi fermés. Mais c'est les interlocuteurs. Par exemple, quand vous prenez Ouattara, c'est que Tchani et ses hommes n'ont qu'à dégager pour établir l'ami Bazoum. Pour celui-là qu'on ne comprend pas aussi, c'est Patrice Talon, qui était vraiment quelqu'un qui n'écoutait pas aussi facilement les chefs d'État de la CEDEAO. Il était indépendant et subitement, je ne sais pas quel plomb on a mis dans sa tête, et il fait ça. Oui, parce que, écoutez, c'est que nous sommes dans un monde de barbarie. Sinon, dans les accords commerciaux, les gens ont commandé les marchandises. Et dans le système, par exemple, quand vous prenez le transport, surtout le transport maritime, mais quand on fait un booking, c'est 3 mois, 6 mois avant. Ça veut dire que vous avez décidé de charger un bateau. Et vous chargez le bateau, le navire a quitté, qui est en train de faire 1 mois. Et on dit que le pays a fermé les frontières. Mais vous savez les dégâts qui sont derrière? C'est inhumain. Quand vous voyez, c'est-à-dire que nous avons, maintenant pas ça fait un article à propos. Vous voyez la tomate, les oignons qui étaient gâtés aux frontières. Mais c'est la dame de Adam Lato, c'est la dame du petit marché ou le commerçant d'Atikoudi qui a commandé et il a déjà payé. C'est-à-dire que quand tu ne le payes pas, on ne peut pas transporter l'oignon pour toi pour venir au Togo. Donc il a déjà payé. Ça veut dire que la responsabilité du vendeur nigérien n'est plus chose. Voilà cette personne qui a pris l'argent dans les microfinances ou à la banque qui doit payer. Il en est de même au niveau du Burkina, du Bénin et ailleurs. Et personne ne peut poursuivre la CEDEAO. Oui, donc on aurait pu leur donner un moratoire. Ça fait partie de la question sur laquelle je voulais revenir, parce que là, quand on regarde dans le fond la décision, c'est que toutes les... je vais lire clairement ce que j'ai devant moi, c'est que tous les recours, les requêtes de Niamey ont toutes été rejetées sur le motif que les autorités actuelles ne sont pas fondées à Esté. Mais le Niger est membre de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a une confusion entre le pays en tant que membre et autorité? Voilà. On l'a pas exclu. Oui, on l'a pas exclu de la CEDEAO. Le Niger n'est pas exclu de la CEDEAO. C'est le Niger qui est suspendu. Oui. Mais et non les autorités. Oui. Mais je dis. Aujourd'hui, là, je pense que le Bissau guinéen est en train de faire. Nous disons que c'est un coup d'État. Ce n'est pas parce que il est dans la confrérie qu'on se tait et on l'accepte. Normalement, au sommet d'Abuja du dimanche, on doit
l'exclure. Va rétablir d'abord ton assemblée avant de revenir. Mais lui, il faut être accepté. Mais il vient de faire un putsch. Il vient de faire un coup d'État institutionnel. Donc, qu'est-ce qu'on reproche aux autorités nigériennes? La seule chose, c'est que Bazoum fait sa tête, croit qu'il peut encore devenir président du Niger. Ça, c'est du passé. Donc, qu'il sorte de son orgueil. C'est lui seul, hein? C'est Bazoum seul qui peut sauver ce peuple-là. C'est Bazoum seul, parce que on peut le libérer aujourd'hui. Moi, je dis, libérez-le, dites-lui de venir rester à la présidence. Il ne pourra pas. Le peuple va le renvoyer, là, va le chasser. Est-ce qu'on ne distingue pas le Niger des autorités nigériennes? Oui, surtout, est-ce qu'on ne distingue pas les intérêts du peuple du Niger par rapport aux autorités qui ont commis un coup d'État qui est rejeté par la communauté de la CEDEAO? Je crois qu'il faut faire ce distinguo-là. C'est important que cette précision-là soit faite. Parce que lorsque vous poursuivez, par exemple, les autorités qui ont fait le coup d'État, est-ce que c'est au bénéfice du peuple ou bien au bénéfice de je ne sais quelle lubie de la CEDEAO ou de l'autorité que la CEDEAO veut avoir, et cette autorité laquelle n'a pas. Lorsque vous condamnez ces autorités et que vous prenez des sanctions qui sévissent, qui briment les droits et les intérêts du peuple nigérien, je crois qu'il y a un problème. Et puis c'est trop vite fait aujourd'hui. Lorsqu'il y a coup d'État quelque part, le premier acte que la CEDEAO prend, c'est de suspendre, de fermer les frontières, etc. Mais lorsqu'on ferme les frontières des pays qui sont des pays enclavés, je crois que c'est grave. Lorsque vous fermez les frontières, je crois que c'est... Et puis cette sanction-là n'a réussi nulle part. On a fait ces sanctions-là contre le Mali, et ces mêmes sanctions-là contre le Burkina, contre la Guinée, etc. Ça n'a marché nulle part. Je crois que cette récurrence-là de l'échec de ces sanctions-là qui sont prises face à ces pays, à ces autorités poutistes-là, il faut que la CEDEAO sache tirer profit, tirer leçon de ces échecs-là pour se dire que ça ne marche pas. En principe, la première chose que la CEDEAO avait à faire, c'est ne pas de fermer ces frontières-là. Surtout que tous les pays n'appliquent pas ces sanctions, comme par exemple le cas du Togo, qui est, je ne dirais pas permis, parce que qui connaît la situation que ces pays d'Interland-là vivent, ne peut pas se ranger du côté de ces sanctions-là, parce que le Togo connaît mieux ces situations. En principe, le Bénin aussi, parce que quels sont les différents ports que les marchandises, les hommes et les marchandises utilisent pour arriver dans ces pays-là? C'est la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Et le Nigeria. Voilà, la position du Nigeria, on sait laquelle. Maintenant, il faut que la CEDEAO sache tirer leçon des échecs qu'elle a eu dans l'application de ces sanctions-là. Les sanctions sont trop vite. Et puis, il faut que la CEDEAO analyse la situation pour voir quels sont les points sur lesquels elle peut appuyer pour faire mal aux autorités. Ce ne sont pas la fermeture des frontières. Mais il faut que la CEDEAO se réinvente. Et aujourd'hui, je crois que la CEDEAO a conscience de l'impopularité. La CEDEAO a conscience du fait qu'elle a perdu la bataille de l'opinion. Cette opinion-là qui est dans la rue, qui ne lui est plus favorable aujourd'hui. Mais Samuel, l'ambassade des États-Unis vient d'envoyer encore une ambassadrice qui a apporté sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères. Voilà. Mais qu'est-ce que la CEDEAO pense? Que ces autorités ne sont pas autorités? Que vous dirigez le Niger pour... Peut-être que la CEDEAO essaye aujourd'hui de redorer son blason, surtout avec ce soutien financier à l'Alliance des États du Sahel. L'annonce de cette contribution de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, au Mali et au Niger a été faite par le président de la commission de l'institution communautaire, Oumar Alio Touré, lors de la présentation devant le Parlement de la CEDEAO le 30 novembre 2023 passé de son rapport général sur l'état de l'organisation régionale et dans ce rapport sur la mise en œuvre du programme et projet de l'institution
Le président a laissé entendre que chacun des 3 pays de l'AES, à savoir Burkina, Mali, Niger, recevra 1,9 million de dollars en guise de soutien de son institution dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Le Burkina, quant à lui, aura 1 million de dollars de plus parce que, en raison du nombre très élevé des déplacés internes dans ce pays, c'est Francisco, une opération coup de com' de la CEDEAO. Vous voyez, ils disent une chose et ils font le contraire. C'est à quel titre ils donnent l'argent au Niger si ils pensent que ces autorités ne sont pas légitimes. Voilà la contradiction au sein de cette CEDEAO. Donc si vous pensez que vous pouvez donner l'argent, à moins que cet argent n'est pas destiné au Niger, au Burkina, et que c'est eux-mêmes qui vont aller mettre ça dans une caisse quelque part et gérer. Donc au nom de ces pays. Donc il faut que les gens évoluent. Vous suspendez les gens, vous appauvrissez les gens et vous venez leur faire de l'aumône. Non. Et les Nigériens, en quelque sorte, n'ont pas besoin de cette aide. L'aide dont les Nigériens ont besoin, c'est de leur ouvrir la frontière. D'accord? C'est la paupérisation aujourd'hui. Parce que tout ce qui est commerce, tout ce qui est industrie, c'est là que la CEDEAO doit savoir, a chuté considérablement. S'il faut que le Niger remonte son niveau, les commerces, les industries, même aujourd'hui, tout est touché. L'école, la santé. Mais il y a aussi l'urgence de la sécurité et c'est à cela que cette aide est destinée. Oui, mais quand une masse de la population se paupérise davantage, c'est un vivier du terrorisme. Quand les gens n'ont plus rien à manger, ils deviennent quoi? Des voyous, des bandits. Mais c'est ça. Laissez les gens avoir le minimum de leur vie. Maintenant, si vous voulez les aider, les aides, on les a expérimentées pendant des années pour cette sécurité du Sahel. Mais qu'est-ce qui n'a pas été débloqué, déployé? La MONUSCO, la MONUSMA, il y a même les technologies qu'on n'arrive même plus à retenir. Mais ça, c'est au Congo. Oui, mais voilà, ça aussi c'est un autre, ça aussi c'est un autre phénomène. MONUSMA, voilà, tout ça là. Mais G5 Sahel, maintenant, qu'est-ce que ça a apporté jusqu'ici? Aujourd'hui, c'est les États qui, souverainement, sont en train de se défendre, comme le Mali vient de faire tomber le mythe de Gao, qu'on nous a tenu pendant longtemps, que des militaires de quel pays sont venus mourir alors qu'ils sont partis entretenir les forces d'occupation. Non, il faut qu'ils ouvrent les frontières du Niger et que les Nigériens les plus pauvres ne vont pas encore rentrer dans le terrorisme et que s'il y a de l'aide à leur apporter, qu'eux-mêmes ils disent de quoi ils ont besoin comme aide. Aujourd'hui c'est ça. Il faut que les nations arrivent à se prononcer de quoi nous avons besoin comme aide. Un pays désertique qui nous produit la pomme de terre. On va, si vous permettez, marquer la pause. C'est 10 minutes pour le journal et on revient tout de suite après pour continuer de parler du Niger.